modernes sont de plus en plus informatisés et automatisés. Et en la matière, le gigantesque Airbus A380 représente le nec plus ultra. Ok, donc tout le monde est content? Conséquence, le rôle de l'homme dans le cockpit se réduit et les pilotes se transforment en gestionnaires de systèmes informatiques. Mais les plus belles machines peuvent elles aussi être victimes de petites défaillances. C'est grave. Non, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Entraînant de grosses conséquences. Alors, tu en dis quoi, Marc? Le numéro 2 a explosé, l'aile est trouée et il y a une fuite de carburant. Bon à savoir. À cet instant, il faut souhaiter que les gestionnaires seront encore pilotés. Tout le monde est prêt? On était dans un exercice de simulateur programmé par le diable. Voici l'histoire du vol Qantas 32. We are in an emergency. Aéroport de Singapour. Le vol Qantas 32 vient de refaire les pleins de carburant. Le gros Airbus A380 arrive de Londres et après 2 heures d'escale s'apprête à redécoller pour Sydney en Australie. En 2010, l'A380 est un appareil très récent et les pilotes formés sur ce gigantesque avion sont encore peu nombreux. Le commandant Richard de Crépigny, ancien pilote de chasse, fait partie de cette élite. Tout le monde est prêt à décoller? L'A380 est ce qu'on fait de mieux en termes d'innovation, d'automatisation et de technologie. En plus, c'est le plus grand et le plus complexe des Airbus. Sur ce tronçon de vol entre Singapour et Sydney, le copilote, Matt Hicks, va gérer les innombrables systèmes informatiques et électroniques permettant au mastodonte de 500 tonnes de voler en toute sécurité. Tout va bien de mon côté, Richard. On avait tous volé ensemble à un moment ou un autre. Ça rend les choses plus faciles parce qu'on sait à qui on a affaire. On se connaissait tous très bien. Comme le vol est très long, il y a un deuxième copilote à bord, Mark Johnson. Marc? Rien à signaler? Tout va bien à l'arrière. Durant les 7 heures de vol prévues jusqu'à Sydney, les 3 pilotes vont pouvoir se relayer aux commandes. L'A380 est le premier avion de ligne comprenant sur toute sa longueur une cabine à 2 étages. Résultat, il peut embarquer selon la configuration jusqu'à 850 passagers, beaucoup plus que son concurrent direct, le Boeing 747. Je ne savais pas à quel point l'A380 était gigantesque. La cabine, l'intérieur était plus spacieux, avec plus de sièges et un étage supplémentaire. Ce vol est un peu particulier pour le commandant de Crépigny, car il s'agit d'un vol d'évaluation. En clair, 2 autres pilotes de la compagnie, Harry Wubben et Dave Evans, sont dans le poste pour, comme chaque année, évaluer ses performances. Certains pilotes sont déstabilisés par le contrôle. On les sent nerveux, alors on essaie de détendre l'atmosphère. Ok, donc tout le monde est content? Évidemment, comme Richard était contrôlé, il essayait de décontracter son équipage. Quand il a demandé si tout le monde était content, j'ai dit « Ouais, je suis content, mais bon... on évite de se cracher ?» Qantas 3-2, autorisation décollage piste 2-0. Qantas 3-2, autorisation décollage. Ok, on roule. Poussée de décollage, 80 nœuds. L'avion le plus automatisé du monde n'est pas forcément le plus facile à piloter. Disons qu'il se pilote différemment. L'A380 est équipé de 4 moteurs Rolls-Royce, capables chacun de fournir une poussée maximale de 32 tonnes. Ce sont de magnifiques moteurs, extrêmement sûrs. V1, rotation. À 9h57 du matin, le vol Qantas 32 décolle sans problème de la piste de Singapour. Grâce à plusieurs caméras, dont une installée sur la queue de l'avion, les passagers peuvent suivre en direct leur propre décollage.
L'ambiance dans la cabine était extrêmement conviviale. On avait fait connaissance dès le départ à Londres et on s'était très bien entendu pendant tout le voyage. Sur l'A380, le tableau de bord est alimenté par quelques 250 000 capteurs répartis dans tout l'avion. Autopilote? Enclenché. En 2010, c'est l'avion commercial le plus informatisé au monde. Checklist de montée, s'il te plaît. Poussée automatique enclenchée et ICAM vérifié. L'ICAM, c'est l'écran électronique de contrôle des paramètres. Il permet de surveiller les différents systèmes de l'avion et surtout d'avertir l'équipage de la moindre anomalie. L'avion est en vol depuis 4 minutes. Il est 10h01. On perd un moteur. Boum, boum, comme un retour de flamme dans une voiture. Il y a eu une explosion énorme. On s'est tous demandé, mais qu'est-ce que c'est? Et immédiatement j'ai pensé, oh mon Dieu, on va peut-être y rester. La première chose à laquelle on pense, c'est à une panne moteur. Et c'est sans doute grave. On a perdu le numéro 2. On maintient à 7500 pieds. Le commandant décide de reprendre partiellement les commandes en manuel. Avec 35 ans de métier, il a les bons réflexes. J'ai enclenché le maintien automatique de l'altitude pour empêcher l'avion de piquer du nez et pour conserver notre assiette. Que dit l'ICAM, Matt? Je suis dessus. Le copilote, lui, doit se concentrer sur l'ICAM et chercher à comprendre ce qui se passe à travers les différents messages d'alerte. Il fallait qu'on travaille sur le décryptage de tout ça pour se faire une idée de ce qui avait pu se passer. Alors que le commandant pilote la trajectoire, le copilote fait face à une multitude de messages d'erreur, dont visiblement certains sont liés à la déconnexion de plusieurs systèmes. On ne peut pas vraiment savoir combien il y a de messages en attente. Vous savez juste qu'il y en a d'autres qui arrivent à cause de la flèche qu'il indique sur votre écran. C'était très déroutant de ne pas comprendre pourquoi il y avait autant de messages. Le commandant décide de prévenir le contrôle de leur situation périlleuse. Panne, panne, panne. Qantas 3-2, panne de moteur. On maintient 7500. Et le cap prévu. Reçu Qantas 3-2. Dites-nous comment on peut vous aider. J'ai lancé un appel panne-panne qui dit à tous ceux qui le reçoivent « Nous avons un problème ». Et au contrôleur, dégagez l'espace aérien et ne nous embêtez pas avec des échanges radio. Laissez-nous régler le problème. Mais une nouvelle alarme se déclenche. Numéro 2 en surchauffe. L'équipage comprend que non seulement le moteur numéro 2 est défaillant, mais qu'en plus, il risque de s'enflammer. On ne pouvait pas voir le moteur lui-même parce qu'il est situé sous l'aile. Oh mon Dieu! Mais on voyait le flux de carburant qui en sortait. Or, les réservoirs situés dans les ailes de l'Airbus sont remplis de kérosène. On se demandait tous ce qui allait se passer ensuite. Dans ce type de situation, la bonne réaction est de couper immédiatement le moteur concerné. Je coupe le moteur numéro 2. Affirmatif. Malheureusement, il est déjà trop tard. Une alarme leur indique que le moteur est en feu. Pour un avion, l'incendie en vol est la situation la plus critique. Et la plupart du temps, elle se termine par une catastrophe. En juillet 2011, peu après son décollage de Jeddah en Arabie Saoudite, le feu prend à bord d'un DC-9 au niveau du train d'atterrissage. Les pilotes tenteront l'impossible, mais l'appareil en flammes finira par percuter le sol, tuant ses 261 occupants. Pour le vol Qantas 32, le seul espoir est de réussir à maîtriser l'incendie avec les extincteurs installés sur les moteurs. Moteur numéro 2 en feu. J'active. Active. L'alarme s'est arrêtée. Je crois que le feu est éteint. Trouve un moyen de confirmer ça, s'il te plaît. C'était stressant. C'était difficile. Je veux dire que si une aile prend feu en plein vol, vous avez intérêt à atterrir rapidement, au lieu de perdre du temps à essayer de résoudre d'autres problèmes.
Marion Carroll est assise près d'un hublot au niveau de l'aile gauche. En clair, elle est aux premières loges. Je voyais très bien le trou que l'explosion avait fait dans l'aile. De là où j'étais, je pouvais voir qu'il avait un diamètre d'environ 50 cm et que le métal tout autour était déchiré. À 6300 km de là, les informations transmises automatiquement par l'avion arrivent au centre opérationnel de la compagnie. L'ingénieur de service, Alan Milne, est d'abord décontenancé. Je reçois des messages très étranges du vol 3-2. Les messages qui venaient de l'avion étaient tellement incohérents. Ils provenaient de tellement de systèmes différents qu'on n'avait même pas le temps d'en prendre connaissance. Au même moment, sur l'île indonésienne de Batam, les premiers témoignages laissent présager une catastrophe aérienne imminente. Les médias peu prudents anticipent déjà sur le lieu du crash de l'Airbus de Qantas. La nouvelle terrifiante, relayée par la télévision australienne, arrive au bureau de la sécurité des transports à Sydney. Si elle se confirme, Kevin Chapman comprend d'instinct que l'enquête à venir sera la plus importante de toute sa carrière. Le bureau de la sécurité des transports australiens est en relation avec les médias et on savait qu'il était arrivé quelque chose qui allait créer l'événement. Les premières informations faisaient état d'un crash en Indonésie. Merde. Un A380 s'est crashé en Indonésie, la Qantas. À partir de là, on était directement concernés. Dans le passé, l'explosion en vol d'un moteur a souvent mené à la catastrophe. Un exemple, en 1989 aux États-Unis, l'un des moteurs d'un DC-10 explose en plein vol, détruisant les 3 systèmes hydrauliques servant à activer les commandes de vol. Les pilotes réussissent malgré tout l'exploit de piloter l'avion avec les seuls moteurs, mais à l'atterrissage, ils ne peuvent empêcher la mort de 111 personnes sur les 296 occupants de l'avion. À bord de l'A380 en détresse, pour l'instant, le copilote essaie de maîtriser le flot des alarmes et des messages d'alerte. Chaque message doit être correctement traité avant de passer au suivant. Ok, j'ai résolu les niveaux 1 et 2. On passe à quoi maintenant? Les hydrauliques. C'est comme si vous prenez une assiette d'un monde plat dans un restaurant, vous avez à peine eu le temps de la vérifier qu'il en arrive une autre, et une autre, et une autre. En formation, on travaille sur 1 ou 2 pannes consécutives. Là, je crois qu'on en a eu 55. Ça faisait vraiment beaucoup plus que tout ce que j'avais déjà connu. Le moteur numéro 2 a maintenant explosé depuis environ 5 minutes. L'Airbus est à 70 km au sud de Singapour et s'apprête à s'engager au-dessus de la mer de Chine. Les pilotes n'ont d'autre choix que de faire demi-tour, sans forcément savoir comment l'avion va réagir. La liste des pannes et des alertes continue à s'allonger. Le copilote a de plus en plus de mal à faire face à ce flot ininterrompu. En cabine, les passagers ignorent les détails, mais ils savent que le pire est susceptible d'arriver. Au sol, à Sydney, les ingénieurs de Qantas cherchent eux aussi à comprendre la situation face à cette cascade de messages d'erreur. Le vol 32 donne l'impression d'être devenu incontrôlable, et ils s'interrogent même sur sa capacité à rester en vol encore longtemps. C'est une avalanche de messages d'erreur. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un problème de transmission, c'est-à-dire que l'avion nous envoyait de faux messages d'erreur. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pneumatique endommagée, hydraulique, électrique, plus de puissance sur l'aile gauche, volet, bec et aileron abîmé mais opérationnel. Dave, j'ai besoin que tu fasses une annonce cabine. Il faut les informer de la situation. Mesdames et messieurs, nous avons actuellement un problème moteur. Il était calme, il était très rassurant. Je veux dire, c'était le ton de sa voix qui était très rassurant. Le commandant sait que le temps lui est compté. À tout moment, l'avion risque de devenir incontrôlable. Sa seule chance est de tenter un demi-tour et de revenir se poser à Singapour. Singapour, Qantas 3-2. Demandons virage à gauche pour retourner à Singapour. Qantas 3-2, Singapour. Virez à gauche, cap 3-2-0. On est assez stable pour virer? On va le savoir très vite. Avec précaution, le commandant entame lentement un virage sur la gauche, sans aucune certitude sur la réaction de l'appareil.
Ça prend du temps de préparer un avion à l'atterrissage, de lui faire comprendre qu'on va atterrir. Mais comme la situation ne cessait d'empirer, il fallait absolument éviter de rester en vol 1 minute de plus que nécessaire. À 350 km à la ronde, Singapour est l'aéroport le plus important. Et surtout, la longueur de sa piste augmente sérieusement les chances de réussir l'atterrissage en toute sécurité. La piste de Singapour fait 4 km de long. Normalement, 800 mètres sont suffisants pour atterrir avec un avion chargé au maximum. Mais nous avions 4 tonnes de plus que le poids maximal autorisé. Le commandant a réussi sans encombre son demi-tour vers Singapour. Il reprend confiance dans sa capacité à contrôler l'avion blessé. Reste maintenant à le faire atterrir. Et ça, c'est une autre paire de manches. Il faut d'abord essayer de lister l'ensemble des pannes et estimer leurs conséquences. Marc, tu veux bien aller à l'arrière et jeter un coup d'œil à cette aile? Oui, j'y vais. On ne pouvait pas voir les ailes depuis le poste de pilotage. On ne pouvait pas voir non plus les moteurs. Donc Marc allait être nos yeux et nos oreilles. Au bout de quelques minutes, un des pilotes est venu dans la cabine et il a commencé à regarder par les hublots. Je l'ai appelé et je lui ai dit, si vous venez ici, vous aurez une vue imprenable sur le trou dans l'aile. Le copilote n'en croit pas ses yeux. L'aile a été littéralement perforée. Aucun doute, le moteur numéro 2 a explosé, projetant tout azimut une multitude de débris. C'est grave? Non, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Alors, tu en dis quoi, Marc? Le numéro 2 a explosé, l'aile est trouée et il y a une fuite de carburant. Bon à savoir. C'était inestimable de pouvoir envoyer quelqu'un à l'arrière pour constater de visu les dommages sur l'aile et de l'entendre dire au retour « Hey, écoute, voilà la situation ». Surtout de la part de quelqu'un en qui on a entièrement confiance. Les pilotes comprennent mieux pourquoi les pannes concernent autant de systèmes différents. L'explosion du moteur a probablement détruit une partie des circuits et des câblages installés dans les ailes. Il y a beaucoup de circuits du système hydraulique qui passent dans les ailes, et donc il était plus que probable que l'explosion du moteur les ait endommagés. Ça expliquait pas mal de messages qu'on avait reçus. On a tellement de checklists à effectuer en vol, au moins une centaine, que Matt a mis 55 minutes pour stabiliser l'avion et empêcher que la situation n'empire. C'est sans précédent dans l'histoire de l'aviation. Mais connaître l'origine du problème ne rend pas forcément l'avion plus facile à piloter. Et l'équipage sait que les dégâts peuvent avoir des conséquences inattendues au moment de l'atterrissage. Le commandant change alors de tactique et décide de prendre son temps pour mieux se préparer. Dave, il faut que tu me donnes les chiffres pour l'atterrissage. Dave Evans, l'un des inspecteurs, est appelé à la rescousse. 3 moteurs, plein de carburant, tout ça. Avec un logiciel approprié, il calcule la distance de piste nécessaire à l'atterrissage, compte tenu de la vitesse et de la masse très importante de l'avion. D'après l'ordinateur, on ne va pas y arriver. La piste est trop courte. J'avais entré dans l'ordinateur les 9 pannes et les conditions d'atterrissage à Singapour ainsi que notre poids maximum au moment de l'atterrissage. Et je n'arrivais à aucune solution. L'A380 a décollé avec 105 tonnes de carburant dont il n'a consommé pour l'instant qu'une infime partie. Bref, il est trop lourd. Si on larguait du carburant? C'est une bonne idée, mais non. Les pompes de transfert sont mortes. Mais merde. Quelqu'un peut me dire ce qui marche encore? Atterrir avec un avion en surcharge constitue un risque majeur. On avait près de 40 tonnes de trop par rapport au poids maximal autorisé. En effet, plus vous êtes lourd, plus vous aurez besoin d'arriver vite sur une piste longue. Dave Evans se replonge dans ses calculs. En théorie, l'ordinateur dit que l'atterrissage est impossible, mais peut-être qu'en modifiant légèrement les paramètres. Dans l'industrie, on croit souvent que les ordinateurs sont infaillibles, donc on ne les met jamais en doute. Mais on utilise suffisamment nos ordinateurs personnels pour savoir que c'est faux. Ok. C'est comme si on pouvait le faire avec une marge de manœuvre de 139 mètres. Une marge de 139 mètres sur une piste qui en fait 4000, c'est une marge très faible. Mais bon, c'est quand même mieux que rien. Quelle doit être notre vitesse d'approche? 146 nœuds. 146 nœuds? C'est pas possible. C'est beaucoup trop lent. Il nous a donné la vitesse à rentrer dans l'ordinateur de vol, mais avant même de la rentrée, je l'ai évalué et j'ai su que ce n'était pas possible. C'était beaucoup trop lent. Trouver la bonne vitesse d'atterrissage est vital.
Si la vitesse est trop lente, l'appareil va décrocher et s'écraser au sol. Si elle est trop rapide, c'est la sortie de piste assurée. Ajoute 20 nœuds, est-ce qu'on s'arrête à temps? Bien vu, Matt. Ouais. 166, ça marche. J'aime cette idée que tous les cerveaux des pilotes présents dans le poste se sont unis pour n'en faire qu'un seul, et que tous les problèmes ont été résolus grâce à toute cette intelligence. On était confronté à une situation totalement inédite, à l'impensable. À Sydney, au centre des opérations de Qantas, l'ingénieur Alan Milne est maintenant réduit au rôle de spectateur. Le vol 32 a entamé sa descente vers Singapour. Ça y est, ils ont commencé leur approche. Advienne que pourra. Il sait qu'à Singapour, l'alerte est déclenchée. Les secours sont déjà en train de se positionner autour de la piste qui va accueillir l'A380 en détresse et ses 469 passagers et membres d'équipage. On connaissait personnellement ces mecs. On connaissait les PNC et on était très inquiets. Singapour approche, Qantas 3-2. Nous allons avoir besoin d'une longue approche. Et... faites que les pompiers soient prêts à intervenir, nous perdons du carburant. Reçu, Qantas 3-2, autorisé droit devant pour 20 nautiques. Les 5 pilotes présents dans le poste sont maintenant tous concentrés Volet sur 3. Sur la délicate phase d'atterrissage. Nous y voilà. Et le commandant ignore toujours si l'avion va répondre correctement à ses sollicitations au moment d'atterrir. « 4500 pieds. » Avant la minute de vérité, il procède à une dernière vérification. Ok, j'aimerais faire un check de contrôle. Quand vous ignorez la capacité aérodynamique d'un avion, vous devez vous assurer qu'il est en état de voler avant d'atterrir. C'est ce qu'on appelle un check de contrôle. Ok. Voyons ce que tu as dans le ventre. Le commandant procède à des essais de roulis pour vérifier qu'il sera capable de s'aligner sur l'axe de la piste. Notre contrôle d'inclinaison était endommagé. Nous avions perdu 65% du contrôle en roulis. On devait savoir notre marge de manœuvre avant d'atterrir. Ok. L'inclinaison à droite est plus compliquée car il a juste assez de commandes pour ensuite remettre l'avion à plat. Bref, les performances de l'appareil sont très dégradées. Si les quelques commandes de vol fonctionnent à leur limite, alors clairement il nous reste une très petite marge de manœuvre pour effectuer l'atterrissage. Quand on a fait ces vérifications de contrôle, j'ai d'abord trouvé que c'était un peu risqué. Mais au final, Richard avait raison. L'équipage sait qu'il devra être parfaitement aligné sur la piste. Les dernières corrections avant de toucher le sol seront difficiles, voire impossibles. C'est alors qu'apparaît une difficulté supplémentaire. Les hydrauliques du train ne répondent pas. Les systèmes hydrauliques de sortie du train ne fonctionnent plus. Le train d'atterrissage va donc devoir descendre par gravité du fait de son seul poids. On descend le train ? Confirmé. Mais si le train n'est pas correctement verrouillé, les chances de réussir l'atterrissage deviennent infimes. À propos du train, il fallait juste qu'au sol, il tienne suffisamment longtemps pour qu'on ait le temps de s'arrêter. Le train d'atterrissage va mettre 2 longues minutes pour descendre par gravité et se verrouiller. Tout est au vert. Train descendu. On entend très bien le bruit que fait le déploiement des roues. C'est toujours réconfortant de les entendre sortir. J'ai toujours entendu dire que le décollage et l'atterrissage sont les phases les plus critiques d'un vol. On savait tous très bien qu'on était arrivé au moment le plus dangereux du vol. Le vol 32 est à 2 minutes du seuil de la piste. Surveille bien ta vitesse, Richard. Ok, juste un peu plus lent. Le commandant règle au plus juste la puissance des moteurs pour avoir la vitesse la plus lente. Merde, on est si lent que ça? Il frôle la vitesse de décrochage. S'il passe en dessous, l'avion va cesser de voler et tomber comme une pierre. C'est le crash assuré. Mais si la vitesse est trop grande, il n'aura pas suffisamment de pistes pour s'arrêter. La marge de manœuvre est minuscule. Là, c'est bon. La vitesse est stable. Avec 3 nœuds de plus, c'était la sortie de piste. Avec un nœud de moins, c'était l'avertisseur de décrochage. Il faut gérer très précisément la vitesse du mastodonte de 500 tonnes. Mais ce n'est pas tout. Singapour, quel est le vent au sol? 170 degrés pour 5 nœuds. L'alignement sur la piste doit être parfait. En cas d'échec, vu l'état de l'avion, un deuxième essai sera difficile. Tout le monde est prêt? À ce moment-là, il était évident que nous avions fait tout ce qu'il était possible de faire. Autre chose?
Non? Ok, allons-y et faisons-le. Singapour, confirmez que les pompiers sont prêts. Affirmatif. Vous pensez à vos enfants, vous pensez à votre femme, à tout ça. Et puis il faut jouer la dernière partie. À quelques mètres du sol, l'alarme de décrochage retentit dans le poste. Ça déclenche des questions dans mon esprit. Est-ce qu'on a bien fait tout ce qu'il fallait? Est-ce qu'on l'a fait correctement? Manifestement, ce n'était pas le cas. En tant que passager, on n'avait aucune conscience que la situation était aussi critique. Finalement, l'avion se pose, mais parcourt 80 mètres de piste à chaque seconde. On avait perdu un inverseur de poussée. La moitié des aérofreins des ailes était en panne et l'action des ailerons était nulle. L'urgence maintenant est de ralentir sous peine de faire une sortie de piste et de prendre le risque de briser l'appareil qui contient toujours des dizaines de tonnes de carburant. On n'arrivait pas assez lentement. Vas-y, freine. Matt a hurlé. Vas-y, freine. Les freins. Les freins, Rich. Appuie sur les freins. Pompe, appuie. Frein, pousse à fond, Rich. Je lui ai ordonné de freiner plus fort et il m'a dit... J'ai les pieds au plancher. Garde-les, Rich. Claque-les. Finalement, après 2 heures d'un vol mémorable, le vol 32 s'arrête à moins de 150 mètres de l'extrémité de la piste de Singapour. Magnifique. Bienvenue à Singapour, les amis. J'étais vraiment fier de tout le monde ce jour-là. L'équipe technique, les pilotes et le personnel de cabine. Et je suis profondément fier des décisions que nous avons prises et de la façon dont nous avons travaillé ensemble, en équipage, solidaire. J'ai pensé, et je suis sûre que tous les passagers ont pensé comme moi, j'ai pensé que c'était fini, qu'on avait réussi à atterrir et que c'était la fin de nos problèmes. Mais tout n'est pas fini. À proximité des freins chauffés à blanc, le carburant s'échappe des réservoirs percés. Il y avait de la fumée qui venait de la gauche sous le fuselage, et le carburant fuyait de ce côté-là. Les passagers voyaient le carburant sortir de l'aile. Les alarmes retentissaient dans le cockpit. La situation était presque aussi critique qu'en vol après l'explosion du moteur. L'A380 a échappé au pire en plein ciel, mais il n'est pas encore à l'abri d'un incendie ou pire, d'une explosion. Je n'arrêtais pas de regarder ma montre. C'était totalement angoissant pour moi d'être encore à l'intérieur. Je ne comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas sortir. Oui? Ici le commandant. Je veux que les passagers restent assis jusqu'à ce que les pompiers aient fait leur travail. Pourquoi ça met si longtemps? Le plus important à ce moment-là, c'était d'envoyer de la neige carbonique et de réduire le risque d'incendie. Les pompiers aspergent le géant du ciel de neige carbonique. Mais l'équipage est face à un dernier dilemme. Doit-il ou non ordonner l'évacuation de l'appareil? Merci. Si on me demande s'il faut évacuer ou pas, la seule réponse que je peux donner, c'est « Vous avez des gens chez vous, dans votre maison, ils sont plus en sécurité à l'intérieur ou à l'extérieur ?» Et la question n'est pas neutre. En 1985, un Boeing 737 anglais s'est retrouvé dans une situation assez similaire. À la suite de l'explosion d'un des 2 moteurs, l'équipage a dû renoncer au décollage. Les pilotes ont réussi à arrêter l'avion et à dégager la piste sur une bretelle de sortie avant d'ordonner l'évacuation de l'appareil. Malheureusement, celle-ci fut lente et les fumées toxiques coûtèrent la vie à 55 des 137 occupants de l'avion. Et ce, malgré une intervention très rapide des pompiers de l'aéroport. Dans ces circonstances, tout se joue en quelques secondes. Le commandant sait que pour évacuer d'urgence l'ensemble de ses passagers par les 16 sorties de secours, il a besoin de 90 secondes.
Il sait aussi que, statistiquement parlant, 5% des passagers risquent d'être plus ou moins grièvement blessés durant cette évacuation. Et une fois l'évacuation lancée, on ne peut plus l'arrêter. On a décidé de garder les passagers à bord parce qu'on savait que l'environnement extérieur était toxique. Le commandant de Crépigny décide d'attendre, estimant ses passagers plus en sécurité à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'avion. Commande centrale, moteur sur off. En attendant, l'équipage procède à l'extinction des 3 derniers moteurs en marche. Qantas 3-2, merci de couper le moteur numéro 1. Mais un message radio du chef des pompiers révèle un nouveau problème. Oui, mais on l'a fait, on les a tous éteints. Bon sang, il a raison. Le numéro 1 tourne toujours. Coupe-le. Non. Je ne peux pas le couper. L'explosion a endommagé la commande d'arrivée de carburant qui alimente le moteur numéro 1. Et maintenant, on avait un moteur qu'on ne pouvait pas arrêter, alors que la situation empirait à l'extérieur. On n'aurait jamais dû en arriver là. On était dans un exercice de simulateur programmé par le diable. Problème, il est impossible aux pompiers d'intervenir pleinement tant qu'un des 4 moteurs de l'avion est en marche. Alan Milne, l'ingénieur de Qantas à Sydney, est appelé à la rescousse pour tenter d'arrêter le réacteur. Noyez-le avec tout ce que vous pouvez. Ils ont mis tous les moyens, ils ont dirigé des canons à eau sur le moteur. Il faut savoir que ces moteurs sont conçus pour voler dans des conditions extrêmes, comme des orages très violents. Mais peu importe, ils ne sont pas arrivés à éteindre ce moteur. Durant 1 heure, les pompiers vont constituer un épais tapis de neige carbonique, rendant quasiment impossible le départ d'un incendie. Du coup, l'évacuation peut enfin se réaliser avec moins d'urgence par les escaliers et non avec les toboggans. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre coopération. L'avion est maintenant sécurisé et nous pouvons vous libérer. Oh, merci mon Dieu. Les passagers vont pouvoir descendre de l'avion en toute sécurité. Quand on a enfin quitté l'avion, on s'est tous sentis libérés. Et puis tout à coup, j'ai réalisé que mes jambes tremblaient. Je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que mes jambes tremblent? Je crois que finalement, j'ai dû avoir un peu plus peur que je ne pensais. Rapidement, l'avion est évacué sans incident. Quant au réacteur numéro 1, il est toujours en marche. Oui. Aucun résultat avec les canons à eau. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Essayez la neige carbonique. Voyez si ça l'éteint. En fait, il ne restait plus qu'à essayer la neige carbonique, l'arme anti-incendie par excellence, et de la diriger droit sur le moteur. Et finalement, on a réussi à l'arrêter. Il aura fallu 3 heures après leur atterrissage d'urgence pour que l'équipage considère la situation comme totalement maîtrisée. Qantas 32, je suis heureux de vous confirmer que le moteur est enfin coupé. Merci Singapour, on vous retrouve sur la piste. Bravo, beau travail. Bravo. Bravo. Bravo, Marc. Une fois au sol, les pilotes constatent l'ampleur des dégâts. J'étais sidéré. Je n'avais jamais vu un dommage pareil sur un avion. Un peu plus tard dans la journée, Alan Joyce, le patron de la compagnie Qantas, prend une décision radicale. We would suspend those A380 services until we are completely confident that Qantas safe requirements have been met. C'est notre PDG lui-même qui avait posé la question. Pouvez-vous me garantir que cette panne ne se reproduira sur aucun de nos avions? Et nous ne pouvions pas répondre par l'affirmative. En 2010, l'A380 est encore en plein lancement commercial. Et pour Airbus, cette panne de moteur est catastrophique. Il y a seulement un tout petit nombre de compagnies qui fabriquent ces moteurs. Ces énormes moteurs à turbine, et Rolls-Royce est l'une des meilleures. Quel désastre. Je n'ai jamais rien vu de pareil. L'ingénieur Simon Grummet est un des enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports australiens. Il y avait des marques de lacération et des trous partout dans ce truc. C'était tout à fait caractéristique et ça apportait un début de réponse. On était sûr que ça allait déclencher une enquête très importante menée par le bureau d'enquête. Là. L'importance des dégâts causés par l'explosion est spectaculaire. Une panne de moteur incontrôlable, c'est très rare, même pour un enquêteur qui a l'habitude de travailler sur ce genre de cas. Ça fait partie du boulot, ok, mais c'est celle-là qui compte. Parmi les débris récupérés au sol,
les enquêteurs découvrent un disque de turbine. La pièce est fabriquée en alliage de nickel et elle est une des plus résistantes de l'avion. Envoyons-le à Rolls-Royce pour voir ce qu'ils en pensent. On savait qu'il y avait eu une rupture du disque de la turbine. L'étape suivante, c'était de trouver pourquoi il s'était rompu. Le disque pèse 160 kg et fait partie de l'axe principal sur lequel sont montées les gigantesques pales propulsant l'air à l'intérieur du réacteur. Chez Rolls-Royce, les techniciens comparent les performances du disque endommagé avec celles enregistrées lors de la certification du moteur. Et d'emblée, ils remarquent une anomalie. Étrangement, le disque se révèle plus large que prévu. Visiblement, sous l'effet d'une très haute vitesse de rotation, la pièce a fini par se déformer. Et il a commencé à devenir de plus en plus gros, jusqu'à finalement atteindre sa déformation maximale, et il a fini par exploser. Cette explosion était tellement violente qu'elle a projeté tous les fragments du moteur avec une énergie infinie. Ce qui veut dire que rien ne pouvait les arrêter. Il a tout balayé sur son passage. Les câbles, les hydrauliques, tout. Les enquêteurs déterminent le parcours des débris projetés par l'explosion. Ils ont perforé le fuselage et transpercé l'aile gauche. Pas étonnant qu'ils aient eu autant de pannes. Endommageant l'alimentation en carburant, les circuits hydrauliques et les commandes de vol. L'importance des dégâts et leurs conséquences explique l'avalanche de messages d'erreur reçus par les pilotes. En revanche, rien ne justifie pourquoi la pièce défaillante était en sur-régime. Les enquêteurs décident alors de se concentrer sur le moteur pour tenter de découvrir l'origine de la rupture du disque de la turbine. Le disque s'est rompu sous l'effet d'une vitesse excessive. Mais a priori, ça ne mettait pas en cause la fabrication ou la conception du disque lui-même. À partir de ce constat, on s'est concentré sur le moteur. Et ils font une découverte intrigante. De l'huile brûlée. Dans un moteur Rolls-Royce ? L'intérieur du réacteur est recouvert d'une suie particulière provenant de la combustion d'huile. Simon Grummet en déduit que c'est l'huile du moteur qui a alimenté le foyer d'incendie, probablement à la suite d'une fuite. Reste maintenant à découvrir l'origine de cette fuite. Ah. Kev. C'est à ce niveau-là que la chambre de combustion interne converge vers la zone d'éjection des gaz. Je l'ai appelé et je lui ai dit « Kev, je crois qu'on le tient. » À ce moment-là, c'était vraiment le moment clé de toute l'enquête. Une petite canalisation d'huile s'est rompue, libérant le liquide sur le disque de la turbine. L'accident serait donc dû à la rupture d'un simple tuyau. Ça a failli faire cracher un A380. Putain, mec. L'huile s'échappant du tuyau rompu s'est aussitôt enflammée et s'est consumée à plus de 1000 degrés Celsius. Moteur numéro 2 en feu. J'active. Active. Le feu a atteint la commande de la turbine qui s'est alors emballée et passée en survitesse, menant le réacteur à l'explosion. L'équipage n'avait aucun moyen de détecter et encore moins d'empêcher cette panne initiale. Une fois que le feu s'est déclaré dans un moteur à turbine, c'est presque impossible de le maîtriser autrement qu'en coupant le moteur. Dans ce cas-là, l'embrasement de l'huile a été tellement soudain et tellement exponentiel que l'équipage n'a pas pu couper le moteur avant qu'il ne tombe en panne. Les enquêteurs ont identifié l'origine de l'accident. Mais il leur faut maintenant comprendre comment une simple canalisation a failli mener à la catastrophe un avion de 400 millions de dollars et ses 469 occupants. La canalisation défaillante est envoyée pour analyse chez son constructeur, la prestigieuse société britannique Rolls-Royce. Et les techniciens anglais découvrent une asymétrie dans la composition du tuyau. Étonnamment, un côté est plus épais que l'autre. Le côté moins épais a fini par céder, libérant l'huile qui s'est embrasée au contact des parties chaudes du moteur. Pas étonnant qu'il ait craqué. On parle d'une épaisseur de 0,35 mm, l'équivalent de 2 feuilles de papier.
Les enquêteurs se plongent alors dans les rapports de fabrication. Et ils découvrent dans le processus de production une incroyable erreur, expliquant la dissymétrie du tuyau. Devant cette découverte, on était extrêmement surpris qu'une entreprise aussi expérimentée que Rolls-Royce puisse se retrouver dans une situation pareille. Aussitôt, le Bureau de la sécurité des transports australiens lance une alerte à toutes les compagnies propriétaires d'Airbus A380. 29 jours après l'accident, un premier rapport est publié, indiquant le défaut découvert sur les moteurs Rolls-Royce du vol Qantas 32 et recommandant une inspection immédiate. La question suivante, c'était « Et maintenant, on fait quoi avec ça ?» Martin Dillon, le patron du bureau d'enquête australien, a reçu rapidement un engagement ferme de Rolls-Royce. À cette époque, 20 Airbus A380 sont en service dans le monde. Les inspections révèlent le même défaut sur 34 des 60 réacteurs Rolls-Royce montés sur les avions. Le résultat de l'enquête, c'est que tous les moteurs équipés de tuyaux d'huile non conformes ont été mis hors service. Rolls-Royce a procédé à des changements significatifs dans la qualité de leur système de management. Ils ont introduit un programme informatique qui permet d'évacuer le carburant dans un cas pareil. Le rapport d'enquête conclut que la catastrophe fut évitée de justesse grâce à la parfaite maîtrise de l'équipage. Au final, dans cet avion ultra sophistiqué et hautement automatisé, c'est la compétence humaine qui, en dernier ressort, a permis de ramener tout le monde au sol en sécurité. Que dit l'ICAM, Matt? Il a gardé son calme, il a suivi les procédures, il a déroulé les checklists. Quelle doit être notre vitesse d'approche? 146 nœuds. C'est pas possible. C'est beaucoup trop lent. Ajoute 20 nœuds. 166, ça marche. Ils auraient dû décrocher à 146 nœuds. Et voilà ce satané piqué. Ok, j'aimerais faire un check de contrôle. La décision du commandant de tester en altitude les capacités restantes de l'avion fut déterminante pour la bonne gestion de la délicate phase d'atterrissage. Quel équipage! L'A380 est extrêmement automatisé. Mais comme tout ce qui est automatisé, il est faillible. Donc l'intervention humaine est toujours aussi indispensable. On voit que tous les membres de l'équipage ont travaillé ensemble pour trouver le moyen de se sortir de cette situation. Et c'est toujours la bonne attitude. Il ne s'agit pas de moi en tant que commandant du vol Qantas 32, mais de l'aviation qui, au cours des 110 dernières années, a su partager ses connaissances et son expérience pour que le public bénéficie d'une aviation plus sûre. Je crois que l'histoire du vol Qantas 32 fait partie des meilleures heures de l'aviation.